beaucoup de professionnels RH disent « je porte un masque, je ne suis pas 100% moi-même en entreprise ». Je pense pas qu'il faille se créer deux personnages parce qu'on devient schizophrène en fait. Et justement, c'est là où il y a une telle tension à l'intérieur qu'à un moment donné, ça peut exploser. Ok, et donc pour toi, tu t'es dit « bon là, il faut que j'arrête parce que sinon, ça va mal se passer pour moi ». Là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a dit « si je reste, je vais mourir en fait ». Et en fait, je suis partie. Et c'est le médecin qui a mis le mot burn-out. Et ma première réaction, ça a été « ah non, c'est pas possible. Non, burn-out, c'est pour les faibles. Moi, je suis forte ». Et pour toi, le burn-out, c'est une responsabilité individuelle ou il y a aussi une responsabilité collective ? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de People Place. Moi c'est Maude, je suis une ex-DRH et aujourd'hui cofondatrice d'un centre de formation, le Temple RH. Aujourd'hui donc je reçois Christelle Carolac. Bonjour Christelle, coach et ancienne DRH pour parler notamment santé mentale DRH. C'est le sujet qui va nous animer en tout cas pour cet épisode. Toi Christelle, tu es tombée dans la marmite DRH pendant tes études, donc tu es un pur produit en fait des DRH et puis tu as exercé donc 18 ans en tant que DRH et notamment donc chez Groupon pendant 3 ans. Et donc là, tu as fait donc le choix de bifurquer vers le coaching et donc d'être entrepreneuse. Rapidement, donc comment t'es tombée dans la marmite DRH ? Qu'est-ce qui t'a toi attiré dans ce métier au départ à 22-23 ans, j'imagine ? Bah écoute, je pense que c'était surtout une envie de lien en fait, d'être en lien avec les personnes. Je pense que j'avais déjà une cape de sauveuse à l'époque et que je me disais que je pourrais bichonner, coucouner les gens à l'intérieur d'une entreprise. Et c'est mon appétence pour l'humain en fait qui m'a attiré vers ça. J'avais pas forcément envie d'être dans des métiers où il y avait des chiffres, des KPIs dans tous les sens, même si je pense qu'on en parlera après. Au final, la fonction l'exige de temps en temps. Mais c'était vraiment l'appétence pour l'humain, le lien et créer de la cohésion en fait. Vraiment créer de la cohésion au sein d'une même entreprise en fait. Et comment tu projetais donc ce rôle RH en entreprise, l'imaginaire que tu avais de ce métier ? Pour moi, le RH, je pense que j'ai encore gardé, tu vois, donc je vais y parler quand même au présent. Oui. Pour moi, le RH, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est la personne qui va parler à tout le monde, qui va faire qui coordonne en fait, ou qui coordonne le lien, la communication en fait entre les services, qui est là pour faciliter aussi la communication, pour faciliter un certain nombre de choses. Et voilà, donc c'est comme ça que j'imaginais en tout cas, et que je garde aussi cette image-là, même après 10 ans que j'ai quitté la fonction RH. Et donc avec le recul, est-ce que c'était une illusion ? Donc tu as fait 18 ans dans différents environnements en tant que RH et DRH. Est-ce que c'était une illusion finalement, cette pierre angulaire, ce lien, ou finalement tu as donc grandi sur ton idée de ce métier RH ? Alors, et des RH. je précise que je parle que de mes expériences, donc je veux pas faire une généralité, mais non, j'ai connu des désillusions, bien sûr. J'ai connu beaucoup de désillusions. Je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail. Oui, vas-y. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, il y a eu beaucoup de désillusions parce que, en fait, on n'a pas de marge de manœuvre. En tout cas, moi, dans les groupes dans lesquels j'ai été, j'ai senti que j'avais pas forcément de marge de manœuvre, pas toujours du poids dans les décisions qui pouvaient être prises au niveau stratégique. Je sentais vraiment, tu vois, ce qu'on nous fait sentir parfois, qu'on est un centre de coût et pas forcément un centre qui va ramener de l'argent. Et puis moi je me suis retrouvée à devoir faire des optimisations d'effectifs, comme on dit, pour pas parler de plans sociaux ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était quand même beaucoup moins drôle. Et puis aussi, il y a quelque chose qui m'a dérangée, c'est qu'en tant que RH, on peut jamais vraiment être soi-même, je trouve, parce qu'on est vraiment entre la direction et les collaborateurs, qu'on a un rôle à jouer, bien sûr, et qu'il y a toujours cette bascule qu'on doit faire. Et par moments, il y a des trucs qui me saoulaient, tu vois. Quand, par exemple, tu vas... alors, à mon époque, ça s'appelait des comités d'entreprise. Quand tu vas dans des CSE, je vais faire la vieille en disant ça, mais quand tu vas dans des CSE et que tu sais que tu dois demander l'avis, par exemple, sur tel ou tel sujet aux représentants du personnel, mais que t'as pas le droit de leur en parler avant, mais que quand même ils le savent, et que, tu vois, il y a tout un espèce de non-dit, je trouve, plus avec le droit social qu'avec l'entreprise peut-être, qui fait que de temps en temps, j'avais l'impression de prendre les gens un peu pour ce qu'ils n'étaient pas, tu vois, un peu pour bêtes, et je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de transparence ou d'authenticité, et moi, j'avais l'impression de me suradapter constamment, en fait.
En fait, si je dois résumer, ouais, pendant ces 17 ans où j'étais DRH, j'ai eu l'impression de me suradapter constamment, de pas complètement être moi, de devoir jouer un rôle quand j'étais avec les représentants, quand j'étais avec la direction. Et ça m'a beaucoup pesé. Donc, je trouve que le métier RH, en tout cas pour mon expérience à moi, mais peut-être que toi, tu auras une autre expérience, je trouve que c'est un métier qui n'est pas souvent simple parce qu'on est un peu tiraillé, en fait, entre deux... on est un peu tiraillé entre deux pôles, deux pôles. Et ça demande beaucoup de stabilité, en fait, intérieure et et émotionnelle aussi, je trouve. Et donc, tu as quitté ce poste finalement de DRH. Qu'est-ce qui n'était plus tenable en fait pour toi? Donc là, tu as parlé un peu de cette posture RH où tu t'es potentiellement donc, mis un masque pendant ces 18 ans et tu n'étais pas 100% toi-même. C'est ce qui me vient à l'idée quand tu me partages ton expérience. Quoi d'autre qui n'était plus tenable pour toi et te dire, bon, mais en fait, j'arrête, c'est fini? Alors, en fait, ce qui m'a vraiment aidé à arrêter, c'est que j'ai fait un burn-out. Donc, en fait, c'est mon corps qui a rattrapé ma tête, j'ai envie de dire. Je me suis retrouvée dans une situation, au moment où j'ai fait mon burn-out, où j'étais anti-valeur, en fait. Il y a des choses qui sont vraiment venues heurter mes valeurs dans le management de la boîte, dans la façon de gérer peut-être les informations, les situations, les équipes. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit stop, c'était too much, en fait, pour moi. Ça venait notamment heurter une grande valeur pour moi, qui est le partage. Et je me suis retrouvée dans un environnement où le partage n'était pas vraiment de mise. On était plus dans quelque chose de l'ordre de la compétition, où je me retrouvais assez isolée, en fait, en tant que RH par rapport aux autres membres du comité de direction. Et c'est vraiment venu heurter ça, en fait. Tu vois, je sentais pas l'esprit d'équipe, la cohésion. Il y avait de ça, parce que c'était très sympa en même temps, donc c'était très déstabilisant. Mais cette notion de partage, on est dans le même bateau, on y va ensemble et on vit les difficultés aussi ensemble, comme on célèbre ensemble, je m'y retrouvais pas, en fait. Et tu t'es pas dit, c'est peut-être mon écosystème qui était pas bon et potentiellement, si tu avais rejoint une entreprise qui portait en tout cas tes valeurs, tu aurais pu continuer? J'aurais adoré pouvoir me dire ça et avoir cette conscience-là. Et en fait, je l'ai pas eu à l'époque. Je l'ai pas eu. Moi, je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup de qualités, mais qui peuvent être des défauts, en fait, ou des désavantages. J'étais très loyale, très fidèle et surtout très déterminée. En fait, je me disais, je vais y arriver, coûte que coûte. À l'époque, j'étais DRH de Groupon. À chaque fois que j'arrivais quelque part et que je disais que j'étais DRH de Groupon, je voyais les étoiles dans les yeux de tout le monde. Donc, c'était une sorte, presque pas d'aboutissement, tu vois, mais je sentais que ça me donnait peut-être un certain statut. Donc, peut-être qu'il y a mon ego aussi qui a joué à un moment donné où je voulais absolument m'accrocher. Et en vrai, les équipes étaient sympas, tu vois, pris individuellement, tous les gens étaient géniaux, j'adorais bosser avec eux, c'était très jeune comme ambiance. Et en même temps, c'est moi qui n'ai pas su, en fait, mettre des limites, qui n'ai pas su dire stop, qui n'ai pas su regarder ce qui se passait réellement pour moi, en fait. Donc j'ai voulu, encore une fois, me suradapter, et là, j'ai un peu franchi la barre, et ça a été jusqu'au burn-out, en fait. Ok, et donc pour toi, c'était vraiment un non-retour? Ah ouais, complet. D'accord. Et quels ont été les signaux faibles de ce burn-out où tu t'es dit, bon là, il faut que j'arrête parce que sinon, ça va mal se passer pour moi? J'ai beaucoup tenu quand même. Donc j'ai eu des signaux que je n'ai pas voulu voir et notamment j'ai eu sur les yeux des chalazions. Tu sais, c'est des espèces d'orgelets, c'est pas très beau, etc. Mais j'en avais genre 10 de chaque œil, tu vois. Donc j'étais comme ça et je voulais pas voir. Je me disais non, c'est la fatigue, c'est le stress. Voilà, mais j'allais pas plus loin dans ma réflexion. Et j'étais assez agressive, assez irascible, je pense, tu vois, assez fatiguée, etc. Je me levais la nuit, je me souviens, parfois à 4h du matin, j'allais aux toilettes et je regardais mes emails, tu vois, que je recevais des États-Unis. Donc j'étais constamment en train j'étais orientée boulot tout le temps à penser à ça. Le week-end, j'avais du mal à décrocher. Et au fur et à mesure, mes proches ont commencé à me dire là, il y a un truc qui va pas, peut-être que tu devrais quand même... lever un peu le pied, tu devrais faire attention, il y a des choses où on ne te reconnaît pas trop, etc. Donc, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Et je suis allée voir... et en fait, j'avais fait intervenir une coach pour des équipes, tu vois, au sein de la boîte. Et je me suis dit, écoute, je crois que ce serait pas mal qu'on fasse une séance ensemble quand même. Je connais pas trop le coaching, je sais pas ce que c'est. Mais à mon avis, ça pourrait me faire du bien. Et elle m'a fait une séance de 3 heures sur mes valeurs. Et je me souviens, c'était un mardi soir, et le lendemain, je suis retournée au boulot, et c'est comme si, tu sais, j'avais un œil neuf sur tout ce qui se passait, et là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a dit, si je reste, je vais mourir, en fait. Et en fait, je suis partie. Ok, très fort. Ouais, je suis partie.
D'un coup. Un espèce d'instinct de survie où je me suis dit, ouais, si je reste là, je meurs, quoi. J'avais jamais senti ça. Et j'ai filé direct chez mon médecin, alors que je ne suis jamais malade. Enfin, là, je suis un petit peu enrhumée, mais je ne vais jamais chez le médecin, tu vois. Enfin, j'ai pas de problème de santé. Et c'est le médecin qui a mis le mot burn-out. Et ma première réaction, ça a été, ah non, c'est pas possible. Non, burn-out, c'est pour les faibles. Moi, je suis forte. Moi, je résiste, en fait. Et il m'a dit, si, je vous mets 15 jours en arrêt, là. Je dis, mais non, pas possible. J'y retourne demain, là. J'ai flanché cet après-midi, mais j'y retourne, quoi. Ah, donc tu voulais quand même y retourner. Ah ouais, mais moi, je voulais y retourner, mais il m'a quand même dit, je vous arrête et je vous donne des antidépresseurs, tu vois, que j'ai pas voulu prendre. Enfin, je les ai pas pris tout de suite, en tout cas. Et j'ai appelé ma coach parce qu'elle savait qu'elle m'avait quitté la veille, pas en grande forme. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, bah voilà, écoute, apparemment, je fais un burn-out, mais je comprends pas. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible que moi, je fasse un burn-out, en fait. Et elle m'a dit, écoute, prends quelques jours quand même si tu veux pas prendre ton arrêt. Donc voilà, je me suis dit, ok, je prends quelques jours. Et en fait, ces quelques jours se sont transformés en 4 mois d'arrêt, tu vois, parce que j'étais incapable, finalement, de retourner bosser. Et où je me suis dit, ouais, il y a un truc là il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui a pas été chez moi, là. Donc ça a été un peu la double peine pour moi, parce que d'un côté, j'avais l'impression de flancher. Moi qui étais une soie forte, tu vois, soit parfaite, soit forte dans les drivers. Donc là, je me disais, waouh, il y a un truc qui flanche, je me reconnais pas. Et en même temps, l'impression d'abandonner mon équipe, de laisser, d'abandonner quelque chose, en fait. Et puis d'abandonner mon équipe, parce qu'en fait, j'étais partie du jour au lendemain en leur disant, je suis malade, je reviens pas. J'avais pas trop expliqué ce qui se passait, en fait. J'avais une énorme honte de faire un burn-out. Et d'ailleurs, je l'ai caché pendant très longtemps, tu vois. Là que j'en parle là, c'est... je vais pas dire que c'est récent, parce que ça fait au moins 5 ans maintenant que j'en parle, mais les 5 premières années, c'était hors de question pour moi d'en parler. Vraiment, c'était quelque chose de honteux, tu vois. Et donc, écoute, merci en tout cas de nous partager en toute vulnérabilité ton expérience et tout ce cheminement en tout cas que tu as fait. Donc maintenant que tu es sortie de cette partie un peu entreprise, et on va revenir en tout cas sur l'épisode sur la partie santé mentale des RH, est-ce que tu peux nous dire, sans langue de bois aujourd'hui, quelle place on fait au RH avec ton expérience de 18 ans dans la société ? J'ai envie d'apporter 2 niveaux de réponse, en fait, à ta question. La première, ça dépend vraiment de l'intention que pose la personne RH, la DRH ou le responsable RH, et vraiment de sa personnalité, de ce qu'il a envie de faire, en fait, de ça, et de jusqu'à quel point il s'engage par rapport à ça. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille, je trouve, en fait, les RH, et donc ça demande parfois d'imposer ses convictions, d'imposer ses vérités, et en tout cas de savoir pourquoi on fait les choses. Et puis le deuxième niveau de réponse que j'ai envie d'apporter, c'est que moi aujourd'hui, je suis coach en entreprise, je suis coach dirigeant, manager, donc j'interviens en entreprise. Et je suis souvent effarée, je dois dire, de voir que les personnes que j'accompagne n'ont pas toujours la notion de ce que les RH peuvent leur apporter. C'est-à-dire que souvent, et ça peut parfois être dans des grands groupes, souvent on cantonne en fait le RH à des notions très administratives, très paye, éventuellement formation. Mais quand on va avoir un problème, peut-être soi-même de sens, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'évoluer dans la boîte, etc. On pense pas forcément à se tourner vers des RH qui sont là aussi, et je trouve qu'ils commencent à beaucoup se former au coaching, donc je trouve ça génial, parce que ça permet d'amener une autre dimension encore à la partie RH. Donc, je sais pas si je réponds tout à fait à ta question, en fait, oui. Mais tu vois, je crois qu'il y a encore beaucoup de promotion à faire sur le rôle des RH, tout le rôle des RH, mais en amplifiant vraiment ce que les RH sont amenés à proposer. Il y a une méconnaissance du métier, en fait. Ouais, complet. Très clair. Je trouve complet. Donc, tu nous disais, là, en début d'épisode, que tu considérais donc, ton burn-out comme ton plus beau cadeau, et même une opportunité. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça ? Donc, tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire. Peut-être, quels conseils tu aurais pu donner à la Christelle avant son burn-out ? C'est plein de belles questions. Mon burn-out, pour moi, c'est mon plus beau... Il y a des cadeaux mal emballés dans la vie. Celui-là, il était mal emballé parce qu'il était très inconfortable à traverser. Et en même temps, aujourd'hui, je ne serais pas devant toi à en parler de cette façon-là. Moi, mon burn-out, il m'a vraiment permis d'aller à la rencontre de moi, en fait. De me rencontrer moi, de savoir ce qui était OK ou pas pour moi, de poser des limites, de poser mon cadre, et de vraiment savoir ce que j'avais envie. Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'étais partie dans une sorte de carrière
tu vois, où on monte, on grimpe. J'ai commencé comme RRH dans une petite boîte à Château-Thierry, dans la Cambrousse, et voilà, et je termine chez Groupon. Donc il y avait une espèce d'ascension où je termine en plus avec un poste où j'étais au niveau Europe, tu vois, donc vraiment super gros poste. Donc il y avait comme ça une sorte de carrière un peu en pilote automatique, hyper agréable, quoi qu'il en soit, mais où je m'étais jamais forcément demandé qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Est-ce que tout ce que tu fais dans les RH, tu aimes ? Est-ce que tu n'as pas envie de réorienter des choses ? Et en fait, ça m'a donné une opportunité de me réinventer, en fait, de totalement réinventer ma vie. Et je me souviens d'un matin où j'étais en arrêt, justement, burn-out. Alors, c'était très compliqué parce que quand on dit qu'on est en arrêt maladie pour burn-out, on n'est pas au fond de son lit avec 42 fièvres, en fait. Hein. On a quand même la pêche. Donc moi, je faisais quand même des choses, je faisais du sport. Et un matin, j'amène mes filles à l'école et je reviens vers ma voiture et je me dis, mais je ne veux plus jamais de salarié, en fait. Je ne veux plus jamais devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et donc, c'est là où je me suis dit, comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux inventer ? Et c'est l'occasion rêvée de le faire maintenant, parce que ça ne m'arrivera plus jamais, cette rupture. Tu sais, quand tu es dans une forme de carrière comme ça depuis 18 ans, où tu es sans arrêt en ascension, où tu as finalement un salaire qui va avec, tu as un train de vie qui va avec, et où tu te dis, je peux pas stopper comme ça, en fait, c'est pas possible. Peut-être t'as des prérogatives aussi familiales. Bien sûr, évidemment, tu as des crédits, tu as un train de vie, il y a plein de choses, en fait. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de le faire, l'occasion que jamais. Et c'est ça que ça m'a permis, en fait, de me réinventer totalement. Et pour répondre à ton autre question, si j'avais un conseil à donner à la Christelle d'avant, ça aurait été de dire stop, bien entendu, avant. Mais surtout, enfin moi, quand j'accompagne des personnes qui sont en burn-out, mon vrai conseil, c'est de dire, OK, d'être vraiment à l'écoute de ses ressentis. Tu vois, moi, mon burn-out, il est arrivé parce que j'étais pas à l'écoute de mes émotions, en fait. J'ai pas écouté ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai pas senti que j'étais totalement désalignée entre la personne que j'étais et ce que je voulais vraiment porter ou donner. Et c'est vraiment d'être à l'écoute de ses émotions. Et okay. Ça s'apprend en fait. Ok. Est-ce que tu veux partager quelques conseils sur comment être à l'écoute de ces émotions ? Ouais. Alors ça n'a pas été quelque chose de simple pour moi parce que et peut-être pour beaucoup. Mettre des mots, déjà des mots, tu vois, un vocabulaire sur les émotions, c'était très très compliqué pour moi. Et donc moi, je suis partie j'ai fait un truc assez basique. Je me suis beaucoup inspirée de la CNV, la communication non violente, où on part en fait de 4 émotions primaires. C'est un peu comme dans le dessin animé Vice Versa. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc c'est ces émotions primaires, de savoir si je ressens de la colère, de la tristesse, de la peur ou de la joie. Déjà rien que ça, de se demander ça, et de se dire que derrière ces émotions, il y a un besoin. Et quand on a une émotion qui n'est pas confortable, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Et en fait, ce mécanisme de me dire j'ai une émotion négative, peut-être que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait derrière, et ça me demande d'aller me demander quel est mon besoin à moi, personnellement, tu vois, pas de quelqu'un d'autre, pas de mes équipes, pas de mon boss, pas de ma famille, mais mon besoin à moi, c'est ça qui a tout déclenché en fait. C'est vraiment ce mécanisme entre émotion et besoin. Donc finalement, tu avais oublié un peu de t'écouter et tu avais mis les autres en priorité que toi-même. Et donc, c'est vrai que quand on parle avec beaucoup de professionnels RH, beaucoup disent « je porte un masque je suis pas 100% moi-même en entreprise parce qu'en effet, c'est une fonction et un métier qui demande aussi une discrétion sur les sujets que l'on porte, qui parfois peut aller aussi à l'encontre de nos valeurs. Toi, c'était le partage, mais il y a plein d'autres valeurs comme l'intégrité, par exemple, qui peut en tout cas nous faire quelque chose qui, là, il faut que je porte ce masque si je veux en tout cas avancer dans ta carrière. Toi, quel conseil, et c'est peut-être pas aussi que les RH, peut-être beaucoup aussi de professionnels dans d'autres métiers ressentent ça. Comment arriver à avoir peut-être pas le 100%, mais avoir 90%, peut-être de dire je suis moi-même, je peux m'exprimer comme je le souhaite. Par exemple, moi, on me disait beaucoup, t'es trop entière. Les fondateurs, des CEO qui me disaient t'es trop entière, t'es pas assez assertive dans ta façon de faire des RH, ou parfois, c'est des retours que j'ai pu avoir, mais finalement, c'était moi, c'est qui je suis aussi dans la vie perso. Pour toi, il faut se créer 2 personnages, un pro, un perso. Il faut arriver à trouver un mixte entre les deux. Comment tu vois ça Comment tu vois ça, ouais. Je te remercie de cette question parce qu'elle est fondamentale. Je pense pas qu'il faille se créer 2 personnages parce qu'on devient schizophrène en fait. Et justement, c'est là où il y a une telle tension à l'intérieur qu'à un moment donné, ça peut exploser, soit en burn-out, soit en bore-out. Enfin bon, après, peu importe les mots qu'on met dessus.
Moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir du détachement, déjà, tu vois. Il y a besoin d'avoir du détachement sur le fait qu'en tant que RH, on ne va pas tout résoudre. Tu vois, moi, je me suis récemment, je me suis pas récemment, mais quand j'ai pris mon poste de coach, quand j'ai monté ma boîte, je me suis assez rapidement formée au co-développement. Le co-développement, c'est une technique, c'est un outil de facilitation collective où, en fait, tu mets des gens dans une même pièce et tu les fais brainstormer sur un même sujet. Et en fait, chacun peut amener un sujet et ce sont ses pairs qui vont lui faire du feedback. Et ça, je trouve ça génial, en fait, de se dire qu'on n'est pas les seuls sachants, on n'est pas les seuls experts et que parfois, une solution, elle peut arriver à un endroit où on ne l'attend pas. Et moi, je suis hyper pour le codev, en fait, en entreprise. J'adore faire ça en entreprise parce que ça casse les codes, ça casse les silos et ça montre à quel point, en tant que manager, en tant que dirigeant, on n'est pas seul. Et donc, c'est vraiment de se détacher en tout cas, moi, je fais part aussi de mon expérience, encore une fois, mais comme j'avais une grosse équipe, tu vois, chez Groupon, j'avais une équipe, je crois que j'avais une vingtaine de personnes sous moi. Enfin, sous moi, j'aime pas dire sous moi, mais je bossais avec une vingtaine de personnes. Ça demande à un moment... Les gens viennent te voir pour que tu aies la solution à leurs problèmes. Et il y a un truc un peu, tu sais, insidieux qui s'instaure de « j'ai un problème, c'est toi qui as la solution, tu dois me le dire ». Et donc, ça fout une sorte de pression, je trouve, où on doit être au taquet tout le temps. Donc, c'est déjà d'avoir cette forme de détachement. Et puis, pour être vraiment le plus authentique possible, c'est de faire tout un travail sur soi, de connaissance de soi, voilà. Ce métier de RH, c'est un métier de compromis, en fait, à la base, et de consensus, parce que quand on va voir des représentants du personnel, ou quand on discute avec des managers, ou quand on discute avec des salariés, on essaye de faire en sorte que tous les points de vue convergent à un moment donné, donc on est sans arrêt dans le compromis, dans le consensus, dans la médiation. Et c'est de reprendre un peu son pas de côté et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'en pense moi et qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, en fait. Donc, c'est d'avoir beaucoup plus, je reprends ton terme, en fait, d'assertivité et d'esprit entrepreneurial, en fait, quelque part. Moi, je pense que si aujourd'hui, je reprenais un poste de RH, c'est l'entrepreneur qui arriverait et c'est pas forcément l'ancienne DRH. C'est oser finalement d'avoir une posture de conseil, j'ai l'impression. C'est ce qui me vient en tête. Ouais, de conseil et de choses clivantes, tu vois, de dire aussi des choses clivantes parfois, de dire non, de dire stop, de dire c'est pas ok, alors moi ça m'est arrivé de dire c'est pas ok, mais en fait ça se faisait quand même à mon insu en fait, donc et c'est là où tu deviens complètement, où ça tiraille à fond, mais voilà, ouais, c'est cette posture peut-être plus de consultante, ouais. Plus de consultante et j'aime bien cette notion de détachement. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles alors pour se détacher ? Parfois c'est vrai, on est ultra engagé pour son entreprise. La vie professionnelle est une constante importante pour notre bonheur. C'est là où on va s'épanouir, on va sentir que on apporte quelque chose, en tout cas de positif et d'impactant pour les autres et pourquoi pas pour la société dans certaines peut-être entreprises. Alors comment arriver à se détacher et de se dire en effet à 18-19 heures, je coupe, c'est fini. Je vais pas regarder mes emails à 4 heures du matin en mode anxiété. T'as 2-3 apports à nous partager ? Ouais, alors ça va être des apports peut-être surprenants parce que très simples en fait, d'une simplicité peut-être désarmante. Je dirais que c'est l'ancrage, tu vois, d'être bien ancré en fait, bien ancré dans son corps et de se dire ok, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte plus. C'est toujours une histoire de discernement. Je pense à l'ancrage, je pense à la respiration aussi parce que je vois tellement de managers et de dirigeants qui sont en apnée toute la journée à ne plus s'autoriser des moments de respiration, mais ne serait-ce que 30 secondes, tu vois, faire 30 secondes de respiration pour juste repoper dans le cerveau. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de faire là ? Ou qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Comment j'ai envie d'être ? Et je dirais une autre chose aussi, c'est que le baromètre, pour moi, c'est la joie. Alors, bien sûr, il y a des métiers RH dans lesquels on n'a pas toujours de la joie parce qu'on doit mener des situations, des conversations difficiles. Mais c'est peut-être de se dire, OK, comment je peux me rendre utile ? Quel épanouissement je peux trouver là-dedans, moi ? Quel sens je peux trouver là-dedans pour faire au mieux, en fait, mais sans me perdre totalement. Donc, c'est vraiment d'aller se connaître, de faire tout un travail d'introspection sur soi, qui je suis, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce qui me motive pas. C'est vrai qu'en entreprise, on fait souvent des formations, tu sais, de connaissance de soi à partir de... Moi, je faisais beaucoup de disques, par exemple, de questionnaires, etc., de comportement.
mais c'est d'aller vraiment plus profondément là-dedans. Et je trouve que le coaching, du coup, c'est une formidable voie pour ça, parce que c'est un merveilleux effet miroir sur qui je suis et qu'est-ce que je peux m'autoriser ou pas aussi à faire. Parce que bien souvent, on est empêtré dans des codes, dans des repères, et on n'ose pas s'autoriser à sortir du cadre. Et je vais me faire un peu l'avocate du diable, j'aime bien faire ça de temps en temps. Le burn-out, on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2026, c'est un peu le buzzword. Tout le monde est un peu en burn-out. Est-ce que tu peux juste remettre des notions claires sur qu'est-ce que c'est un burn-out et les conséquences derrière? Le burn-out, en tout cas, encore une fois, de mon expérience, c'est un surengagement, en fait, qu'on peut avoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est un surengagement qu'on a dans sa boîte, dans son job, pour des raisons qui ne sont pas forcément très bonnes, qui peuvent être de vouloir plaire à tout prix, parce qu'on a un manque de légitimité, un manque de confiance en soi. En tout cas, moi, c'est la définition que je donne du burn-out, qui n'est peut-être pas la définition scientifique ou médicale. En tout cas, il y a un surengagement à un moment donné, dans un surinvestissement qu'on fait parce qu'on a l'impression que c'est ça qui va nous donner un statut, qui va nous donner une place, qui va nous donner une légitimité vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je crois que c'est surtout un problème de confiance en soi, d'estime de soi même, tu vois, plus que de confiance en soi, et de légitimité, de confiance en soi et d'estime de soi. Et pour toi, le burn-out, c'est une responsabilité individuelle ou il y a aussi une responsabilité collective du burn-out? Je t'aurais pas répondu la même chose au moment où j'ai fait mon burn-out. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, je disais « Oh là là, c'est la faute de la boîte, c'est la faute de mon boss, c'est la faute des autres. » Aujourd'hui, pour moi, c'est une responsabilité individuelle. Je dirais, même pas à 50-50, je pourrais dire à 80%, tu vois. C'est une responsabilité. En tout cas, moi, j'ai eu une responsabilité là-dedans de me surengager, de pas mettre de limites, et puis de pas apprivoiser ce syndrome de l'imposteur, de pas célébrer mes victoires en me disant c'est grâce à moi et c'est pas grâce au bon timing ou parce qu'il y avait de la lumière ou etc. Donc, pour moi, il y a une forte responsabilité individuelle. Alors, bien sûr que l'environnement va jouer parce qu'on est dans... tout ça est systémique à un moment donné et qu'on s'entraîne aussi quelque part dans le système. Mais on a une responsabilité à un moment donné de dire stop. Donc, l'employeur a une responsabilité collective, donc notamment de mettre en place des outils pour, notamment sur des outils de santé mentale et ou santé physique. On sait qu'aussi le sport est très bon pour l'anxiété et donc de mettre en place des actions, mais pas que, en fait. On est aussi responsable, nous, en tant qu'individus, à prendre soin de soi-même. Exactement. Et ça, c'est notre propre responsabilité et d'arrêter aussi toujours de pointer du doigt l'entreprise qui peut-être a des gros dysfonctionnements en interne, mais c'est de notre responsabilité de se dire j'y reste pas. Qu'est-ce que je mets en place pour avancer. Ok, on va faire une petite pause avant de continuer. Donc, si vous êtes RH, recruteur, DRH et que vous avez envie d'augmenter vos compétences, alors j'ai envie de vous parler rapidement du Temple RH. Le Temple RH, c'est un centre de formation RH pour les professionnels du monde RH. C'est aussi une communauté qui veulent reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture, en impact et surtout sans se renier. On y forme donc sur des sujets de communication RH, de marque employeur, de leadership et de posture RH ou encore de digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme en entreprise mais aussi bien sûr en individuel. Donc si ça résonne avec vos enjeux actuels, je vous mets le lien en description. Et maintenant, on reprend l'épisode. En préparant l'épisode, tu me disais que trouver ton why, donc trouver ton pourquoi, t'a énormément aidé à maintenir ton cap dans ton travail. Donc, trouver son why, ça vient notamment de Simon Sinek avec son cercle d'or. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que ce schéma signifie et surtout de le personnaliser pour les RH ? Ouais, le why, ça a été une grosse découverte pour moi, en effet. J'ai d'abord découvert à l'occasion d'une formation comme ça, et je me suis demandé comment le transposer finalement dans ma vie. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ça fait encore plus sens, parce que quand on est entrepreneur et qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est compliqué. Donc, le cercle d'or de Simon Sinek, c'est vraiment l'idée de dire, de se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, en fait. C'est quoi l'intention derrière ? C'est quoi les raisons qui font qu'on avance, on se lève le matin, etc. C'est pas le comment, c'est pas le quoi, c'est vraiment le pourquoi.
Et pour moi, ça relie vraiment à l'intention profonde, tu vois. Pourquoi je suis RH? Qu'est-ce que je viens faire dans cette boîte? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ou de faciliter aujourd'hui dans la journée pour... voilà, c'est la raison d'être, en fait. Tu vois, c'est vraiment la raison d'être de chacun d'entre nous. Donc, ça donne un sens. Et quand on donne un sens, bah, du coup, on est plus en lien avec notre forme d'épanouissement à la fois personnel et professionnel. Donc, savoir pourquoi on fait les choses, pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et de se le rappeler très souvent, en fait. Et c'est rigolo que tu me parles du pourquoi. Nous, on l'utilise beaucoup aussi au Temple RH. Bien sûr, ouais. Pour notamment trouver son unicité. Oui. C'est comme ça qu'on l'introduit, notamment sur la prise de parole aussi, pour porter la voix donc, en format marque personnelle, mais aussi en marque employeur. Bah, pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait, quels sont les avantages, et donc de remettre en effet de la vision, c'est important puisque c'est comme ça aussi que l'on va inspirer soit soi-même, mais aussi les autres. Et c'est exactement ça qui fait que tu deviens inspirante d'ailleurs, ou inspirant et magnétique, c'est que tu mets de l'intentionnalité derrière chaque chose. Donc même quand tu vas faire une réunion de service ou une réunion avec ton équipe, c'est toujours de démarrer en se disant, ok, c'est quoi l'intention que j'ai par rapport à ça, quelle est la raison d'être de cette réunion et qu'est-ce que j'ai envie de faire passer. Et du coup, ça place à un niveau de conscience, je trouve, qui est supérieur et qui fait qu'on dégage quelque chose de différent, en fait. Et même quand on doit se présenter, c'est un super outil parce que Bien souvent sûr. on dit je suis DRH de cette boîte, donc ça reste très factuel. Au lieu de dire tout de suite je commence, moi mon objectif c'est de faire un monde du travail qui soit plus vivable, plus inclusif, plus performant. C'est pour ça que je mets en place dans les entreprises un socle de formation, un socle de compétences qui est le moteur de ma stratégie RH, et je suis finalement DRH de telle boîte, et ça vient finalement à la fin, et tout de suite la personne en face se dit ah ouais, ok. C'est donc, différenciant, en fait. exactement. C'est hyper différenciant, ouais. Et aussi potentiellement d'amener des sujets de conversation plus en hauteur que finalement je suis DRH de telle boîte. Ça amène en fait à prendre une posture de leader, je trouve, tu vois, à prendre une posture, à développer son leadership, à prendre une posture de leader, et du coup à mettre de la responsabilité dans ce qu'on veut apporter justement, et ce à quoi on veut contribuer, à la fois dans une entreprise, mais aussi peut-être dans le monde plus largement, en fait. Tu m'avais aussi parlé de spiritualité. Oui. Donc j'aimerais aborder ce sujet-là. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Et donc, la spiritualité, c'est quand même quelque chose... je sais que ça existe, mais j'ai pas forcément plus creusé que ça. Donc, toi, la spiritualité, ça t'a vraiment aussi t'aider à te différencier. Car, tu l'as dit, tu as travaillé sur tes valeurs, notamment sur l'authenticité, qui est une valeur clé pour toi. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu à la spiritualité? Est-ce que c'est pas un peu bullshit? Il y a beaucoup de critiques sur la spiritualité avec les chamans en entreprise, le côté un peu aussi le tarot en entreprise. Il y a toutes ces nouvelles méthodes qui arrivent en entreprise. Quel est ton avis sur le sujet? J'adore que tu me poses cette question. J'adore ça, parce que je peux en parler et c'est chouette. Moi, la spiritualité, elle s'est révélée à moi avec mon burn-out, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin de croire à quelque chose de plus grand. Mais aujourd'hui, la spiritualité, j'en parle en entreprise, mais la façon dont j'en parle, elle est beaucoup plus accessible, on va dire. Pour moi, la spiritualité, c'est un regard que tu portes sur la vie. En fait, c'est comme un art de vivre. Et c'est de voir toutes les situations que tu traverses, toutes les difficultés, tous les obstacles, voire toutes les célébrations, comme des apprentissages qui font que tu deviens la personne que tu es aujourd'hui. Parce que finalement, notre vie, le but de notre vie, c'est d'être en évolution constante. Et donc, c'est comment, à chaque fois qu'une épreuve t'arrive ou que quelque chose t'arrive, t'en tires un apprentissage plutôt que d'être dans la plainte, dans la victimisation, en train de se dire « Ah là là, tu vois, mon train ce matin était en retard ». J'aurais pu me dire, ah là là, ça y est, mon train est en retard, c'est la galère, ça m'arrive toujours, c'est toujours comme ça dans la vie pour moi, etc. Ou de me dire, tiens, j'en profite pour envoyer des messages que j'ai pas l'habitude d'envoyer. Donc c'est vraiment de se dire, ok, comment je prends les choses avec opportunité, comment je prends les choses avec apprentissage. Donc ça, c'est moi, en tout cas, ma vision de la spiritualité. Et il n'y a pas besoin pour ça, j'adore faire brûler de la sauge, etc. Mais il n'y a pas besoin, tu vois, de brûler de la sauge. La spiritualité, pour moi, elle se vit à l'intérieur et il n'y a pas forcément besoin d'accessoires pour ça, en fait. Et pour répondre à ton autre question qui était, ça vient de plus en plus en entreprise, moi je sais que la spiritualité c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre par exemple dans des retraites où
où je vais utiliser soit des concepts, soit des outils que j'amène en entreprise, parce que je trouve que la spiritualité, c'est ce qui permet de chanter le mental. On est constamment dans notre mental, en train d'analyser, en train de rationaliser, en train d'essayer d'expliquer pourquoi les choses arrivent de telle façon. Et de temps en temps, on a juste besoin de revenir dans notre corps. Notre corps, c'est quand même une intelligence merveilleuse et on l'utilise pas assez. Tu vois, quand on arrive dans une pièce, on peut savoir tout de suite si on est OK, on est aligné avec ce qui se passe dans la pièce ou pas. Quand on rencontre quelqu'un, on peut sentir aussi dans notre corps des choses. Mais on n'a pas cette habitude de laisser notre corps parler. Et je trouve que d'amener de la spiritualité, c'est finalement de montrer aux personnes que il n'y a pas que les choses rationnelles qui existent. Tu peux laisser ton mental de côté, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton ressenti et vois ce que ça donne en fait. Tu vois ? Intéressant et souvent, tu vois, on pourrait donc dans les RH parler de ressenti et notamment sur le recrutement. On parle beaucoup du recrutement au feeling, donc du recrutement à l'intuition et on se bat contre ça puisque finalement ça implique aussi beaucoup de biais dans le recrutement. Donc, comment faire la part entre le feeling, l'intuition et donc ta spiritualité et des choses peut-être plus tangibles, plus terre à terre, plus cartésien, parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire preuve de séparation et puis d'éviter des biais, d'éviter des choses qui peuvent être très personnelles et qui peuvent avoir un impact très fort dans la vie peut-être d'une autre personne en face. Au niveau du recrutement, tu parles ? Du recrutement, ça peut être aussi au niveau des RH, où moi je fais des RH au feeling, je fais des RH à l'intuition, qui peut être d'un côté dangereux parce que il n'y a pas de stratégie, ou il n'y a pas de gestion de projet. Je suis pas sûre de bien. Je vais peut-être pas répondre bien à ta question, mais en tout cas, c'est la réponse que j'ai envie de donner. Okay. C'est que pour moi, les deux sont pas indissociables. On a besoin d'unir les deux. Pour moi, on a besoin de faire autant avec son côté rationnel que son côté intuitif. Maintenant, là où on va éviter les dérives, et on le voit, je sais pas si tu as été voir le film Gourou avec Pierre Ninet, ouais. Là où on peut éviter les dérives, c'est bien sûr d'avoir une éthique, un code éthique très fort et d'être peut-être supervisé à un endroit, tu vois, ou en tout cas d'être suivi. Et voilà, et il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Je ne sais pas toi, mais moi, je pense que parfois, il y a des recrutements que j'ai faits, il y a des candidats que j'ai défendus, alors que sur le papier, ils n'étaient pas faits pour le poste, parce qu'ils ne répondaient pas à tous les critères. Mais je savais que ça allait fonctionner. Et je ne savais pas comment je le savais. Mais je le savais. Et et j'ai fait des recrutements magnifiques comme ça. À l'intuition. À l'intuition. Et puis, il y en a d'autres où je me suis plantée. Mais on s'est planté à plusieurs, parce qu'à chaque fois, t'as plein de process. Mais on a pris des paris et ça n'a pas fonctionné. Mais plus on va laisser cette... Enfin, je crois que les deux doivent cohabiter. Donc, c'est bien d'avoir une petite part de rationnel. Et puis, c'est bien d'avoir une petite part de feeling. Sans pour peut-être autant... sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Moi, je ne suis pas que pour le rationnel, je suis aussi pour l'intuitif, l'émotionnel. Donc, j'aime bien quand il y a un équilibre des deux, en fait. Et le recrutement, c'est exactement ce que tu partages. J'en ai fait énormément. Et je trouve que c'est le meilleur endroit... Enfin, c'est le meilleur endroit pour faire parler son intuition. Moi, je m'éclatais quand j'allais chercher des candidats à l'accueil. Je savais, quand je donnais la poignée de main et qu'ils me disaient bonjour, en général, j'avais déjà une première idée, un premier feeling, tu vois. Et en fait, l'entretien servait à confirmer ou infirmer ce que j'avais ressenti. Et je me laissais ça, en fait, tu vois, je me laissais cette part-là en me disant, je vais quand même aller gratter, je vais voir, je me laisse pas sur cette première impression, je vais quand même vérifier ce que j'ai ressenti. Écoute, c'est intéressant puisque peu tiennent ce discours, tu vois, et donc de mettre un petit peu plus et qui osent en parler ouvertement, tu vois, dire oui, faites place à l'intuition. Chacun doit trouver son équilibre. Je pense que chacun doit trouver en effet sa posture RH. Sa posture RH. Et donc, on arrive progressivement à la fin de cet épisode. Et donc, j'ai une dernière question à te poser. C'est comment toi, en tant que RH, tu arrives à trouver l'équilibre entre la sécurité d'un salaire, la sécurité financière, la sécurité émotionnelle et potentiellement sortir de sa zone de confort et potentiellement prendre un risque pour tel ou tel sujet. Alors, je pourrais pas te répondre en tant que RH parce que je pense que cette sécurité a fait que j'ai perduré en fait peut-être trop longtemps justement dans mon job. Je pense que cette sécurité
dont tu parles, elle est d'abord intérieure, de toute manière. Et une fois encore, je crois que le baromètre, c'est la joie. Moi, j'ai fait une sortie de zone de confort, tu vois, la semaine dernière. J'ai fait un stand-up. Ok. Le truc qui est complètement hors de ma zone de confort, tenir la scène et faire marrer les gens sur soi, parce que c'est de l'autodérision, ça m'était jamais arrivé. Et je crois que le sens que je voulais donner à tout ça, c'était le dépassement de moi, de me dire, OK, comment je peux encore plus me confronter au regard de l'autre, et la joie, le fait de kiffer de faire ça. Donc, ouais, sortir de ça. Alors, si je reviens sur le job RH, Groupon a été une magnifique expérience pour ça, pour sortir de ma zone de confort. Parce que je me souviens que mon boss, à l'époque, s'il écoute, je lui ferai un coucou, j'arrivais souvent avec des gros projets, tu vois, en disant « Ouais, j'ai envie de tel budget pour faire ça, etc. » Il me disait « Non, Christelle, pas de budget, débrouille-toi. » Donc en fait, il m'a obligée à vraiment penser out of the box. Et quand tu es dans ce mode créatif-là, bah, c'est là qu'il y a plein d'idées qui émergent, que tu fais, que tu peux embarquer ton équipe avec toi. Donc, en fait, c'est je sais pas si ça répond à ta question en vrai, mais je crois que c'est de se faire plaisir, d'être dans sa créativité, pas oublier que le métier RH, on peut être dans une vraie forme de créativité à tous les endroits en fait, et se faire plaisir et aller s'inspirer ailleurs aussi. Et puis se mettre des limites parce que peut-être ce côté-là, ton boss qui te dit « Bon, bah, t'as pas de budget, débrouille-toi », ça peut être quand même hyper anxiogène, hyper dangereux aussi pour une personnalité RH parce qu'elle va devoir faire avec des bouts de ficelle et peut-être surcompenser, tu vois, au niveau de l'énergie qu'elle va devoir y mettre. Et finalement, c'est pas forcément quelque chose de positif parce que l'entreprise ne donne pas les moyens à la RH de porter des projets qui sont, tu vois, constructifs. Alors moi j'ai vécu les choses de deux façons différentes. Oui, bien sûr, c'est frustrant parce que tu te dis je suis pas reconnue en tant que RH et j'ai pas les moyens que va avoir tel ou tel service. Et en même temps, quand tu exposes le sujet à ton équipe et que tu leur dis bah voilà, moi j'ai envie de tel projet, mais on a des bouts de ficelle, qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, tu sens qu'il y a une cohésion d'équipe qui arrive. Et là, c'est formidable. Et en fait, moi, j'ai vécu des moments humains à ce moment-là, géniaux, tu vois. Alors même que je vivais en même temps la frustration de me dire ouais, j'ai pas le budget, je suis peut-être pas reconnue, mais on va faire un truc qui est quand même génial parce qu'on le fait ensemble. Donc moi, ça vient nourrir en tout cas ma valeur de partage, tu vois. Donc c'est encore une fois en fonction de mon expérience. Mais du coup, c'est là où c'est... Ça dépend de ses valeurs, en fait. Ça dépend et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître et de bien identifier ses limites. Et peut-être qu'une RH se dirait, non, j'ai pas envie de faire avec des bouts de ficelle. Ça ne me convient pas. Ça va appuyer sur des points de douleur pour moi parce que ça va m'épuiser. Alors que peut-être une personnalité comme la tienne le voit vraiment comme une opportunité. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Écoute, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu me voir. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Maud. À bientôt. À bientôt. Au revoir.